Katia Bouillet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre collectif Le Caram? Alors, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2002. J'ai fait pas mal de remplacements en structures collectives, notamment dans le Maine-et-Loire, mais aussi outre-mer à La Réunion. Et depuis 2007, j'ai été embauchée pour animer et coordonner les actions d'un relais assistante maternelle. Donc, le CARAM a été créé conjointement avec un parent et une assistante maternelle pendant le confinement, parce qu'on s'est rendu compte que les difficultés qui existaient avant se cristallisaient et se renforçaient pendant ce confinement. Donc, le parent est là en soutien puisqu'il a confié ses enfants à une assistante maternelle, donc il se sent concerné par l'accueil des tout-petits. Moi, je suis professionnelle de la petite enfance donc depuis plusieurs années, et puis l'assistante maternelle également. Depuis 2004, cette dame accueille des tout-petits à son domicile, donc un, deux, trois ou quatre enfants, suivant son agrément. Et effectivement, on a des difficultés en commun entre ces professionnels de l'accueil individuel et les animateurs de relais, à savoir, par exemple, en termes de formation, formation initiale ou formation continue. C'est extrêmement difficile, soit d'en avoir, soit d'y accéder. Et puis aussi la reconnaissance de la part de la société, de la part des pouvoirs publics. Ce sont des métiers qui sont considérés, par exemple, par le grand public comme étant des colleurs de gommettes. Voilà, on ne sait faire que jouer, on ne sait faire que changer des couches et coller des gommettes. Sauf que l'observation des tout petits, ça va bien plus loin. Et du coup, pour cette reconnaissance de la société, on a plusieurs attentes, et notamment celle de participer à l'échelle nationale aux réflexions et aux réformes des modes d'accueil de la petite enfance. Quels sont les objectifs concrets du Caram? Alors, les objectifs, très clairement, le principal objectif, c'est de participer à ces réflexions et à ces réformes sur les modes d'accueil de la petite enfance. Il y a des réflexions en cours déjà depuis l'année dernière, mais qui préexistaient autrefois aussi. Je pense à la réflexion sur les 1000 premiers jours, avec Boris Cyrulnik notamment, et tous les professionnels qui l'accompagnent. Il y a des pédopsychiatres, il y a des assistantes maternelles, mais il n'y a aucun animateur de relais. Il y a des auxiliaires, des puéricultrices, des éducateurs de jeunes enfants, mais le métier d'animateur de relais n'existe pas. Il n'a pas de légitimité, pas de statut, pas de formation. Donc, on souhaite pouvoir accéder quand même à ces réflexions parce que nous aussi, on est partenaire de la petite enfance, on est proactif, on observe des choses localement. Et d'ailleurs, dans nos bilans, tout ce qu'on peut envoyer arrive directement à l'Observatoire national de la petite enfance. Donc, on est un interlocuteur quand ils en ont envie, mais pas pour la réflexion à l'échelle nationale. Donc, c'est un petit peu dommage. Et concernant les assistantes maternelles, on a des points communs entre nos métiers. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, la formation initiale d'une assistante maternelle, c'est 120 heures. 120 heures pour accueillir des tout petits et leurs familles, avec tout ce que ça implique en termes d'émotion, en termes de savoir sur la santé, en termes de savoir-être. Donc la formation n'est pas suffisante. Elles ont du mal à accéder à la formation continue également, tout comme nous, animateurs de relais. On n'a pas accès suffisamment à de la formation continue et nous, on n'a carrément pas de formation initiale. Ça n'existe pas. On est bien souvent embauché par rapport au métier qu'on a, donc dans la petite enfance, dans l'animation ou BTS, conseillère socio-familiale, mais on n'a pas de formation plus que ça. Donc on découvre la loi, on découvre la convention collective et on découvre tout l'univers des assistantes maternelles au fur et à mesure, et notamment s'appuyant aussi sur un réseau. Durant cette crise sanitaire, vous avez écrit et interpellé les pouvoirs publics à propos de la souffrance des professionnels de l'accueil des jeunes enfants. Est-ce que vous pouvez préciser votre démarche? Alors, au niveau des relais, on a souvent le rôle donc d'observer les conditions locales d'accueil des tout petits. On assiste à l'échelle nationale et pas seulement sur le territoire où je travaille à un vieillissement de la population. On sait que d'ici 5 ans, 20% des professionnels vont arrêter leur métier. Donc c'est une source d'inquiétude pour nous parce que s'il n'y a plus d'assistantes maternelles et notamment en milieu rural, il n'y aura plus de lieu d'accueil du tout. Les collectivités favorisent l'accueil individuel et favorisent la mise en place de maisons d'assistantes maternelles
donc des regroupements où les professionnels travaillent à 2, 3 ou 4, ce qui pourrait ressembler à une crèche. Sauf qu'elles n'en ont pas le statut, le financement n'est pas le même et elles n'ont pas les formations et l'accompagnement suffisant. Sans dévoiler autre chose que ce que le devoir de réserve m'impose, il y a effectivement un vieillissement et une souffrance des assistantes maternelles sur le lieu où je travaille. Il y a également des difficultés au national et le relais est là pour soutenir ces professionnels de l'accueil individuel. Sauf que pendant le confinement, bien souvent, on n'a pas autorisé les relais à travailler. L'animatrice ou la coordinatrice a été privée de connexion à ses fichiers, a été privée de liens téléphoniques avec les professionnels. Donc là où on fait un accompagnement habituellement avec les moyens du bord, on s'est retrouvé sans aucun moyen pour accompagner les professionnels pendant le confinement. Donc ces dames, parce que pour la plupart ce sont des femmes, donc accueillent des tout petits, se sentent déjà isolées. Elles ont déjà un métier isolé, notamment en campagne. Et là, pendant le confinement, on en a rajouté une couche, puisque dans pas mal de départements, ce qui est décrié, c'est l'absence des services de protection des départements. La PMI ne répondait plus. Et les relais ont fonctionné tant bien que mal en fonction des moyens que nous avons eus en tant que coordinatrice pour accompagner au mieux les familles et les professionnels. Et effectivement, il y a eu des dysfonctionnements. On va dire que les difficultés préexistantes ont entraîné des dysfonctionnements, des empêchements, des blocages ou même des interdictions d'exercer notre métier. Mais justement, qu'est-ce que cette crise a révélé ou exacerbé dans l'accueil des jeunes enfants? Alors, la première chose qui nous a énormément surpris au moment du confinement, c'est le fait que les assistants maternels pouvaient accueillir jusqu'à 6 enfants, là où leur agrément au niveau national va jusqu'à 4 habituellement. Et que parfois, pour un quart d'heure près, le bébé est là et l'enfant périscolaire ne peut pas venir parce que l'agrément, c'est 4 et qu'il faut respecter la loi. Là, pendant le confinement, elles ont eu le droit d'accueillir jusqu'à 6 mineurs à leur domicile. Donc, au niveau national, c'est 6 enfants de moins de 18 ans, dans la limite de 10. Donc, on peut inclure leurs propres enfants dans ces 10 enfants accueillis. Et il faut savoir qu'en Mayenne, l'agrément, c'est pas 0,18 ans. En Mayenne, la particularité, c'est que l'agrément, il va jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, si l'assistante maternelle a elle-même 4 enfants en bas âge, elle pouvait avoir en complément jusqu'à 6 enfants et être toute seule à son, ouais, toute seule à son domicile, sans aucune protection, sans masque, sans consigne et surtout sans reconnaissance du travail qui est effectué. Après 2 semaines de déconfinement, quels sont selon vous les principaux problèmes rencontrés par les asthmates? Heu, Y a-t-il des choses qui se font jour, des problématiques particulières ou est-ce que hem, bah, on prend le dessus et puis ça avance tant bien que mal? Alors, pour la plupart des professionnels avec lesquels j'ai échangé depuis le déconfinement, alors déjà, certaines ont eu la chance d'être protégées par certaines collectivités, soit les mairies, soit les communautés de communes, par le biais du RAM, par exemple, avec la mise en place d'outils pour être informées et être protégées pour le déconfinement. Donc ça a permis de rassurer celles qui avaient interrompu leur activité et qui l'ont reprise à partir du 11 mai. Pour celles qui n'ont jamais arrêté, ça les a fait doucement rigoler. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé pendant 8 semaines avec les moyens du bord, avec aucune information, aucune reconnaissance de l'État, voire même la cristallisation de difficultés relationnelles avec les familles employeurs, qui ne comprenaient pas que pendant le confinement, ils ne pouvaient pas confier leurs enfants et que ouais, c'était compliqué de télétravailler avec des tout petits. Euh, voilà. Après, on a été beaucoup en situation de télétravail et c'était une nouveauté. Mais pour donner mon exemple particulier, j'avais aussi mes enfants à la maison pendant le confinement. Autant dire que les 3 premières semaines, ils n'ont pas du tout fait les devoirs scolaires qui étaient attendus par les enseignants, parce que l'activité principale du RAM et puis après l'activité en parallèle du CARAM ont porté préjudice à leur scolarisation. Euh, donc ce qu'on peut ressentir, c'est l'isolement, il s'est accentué.
La sensation de ne pas être entendue et de ne pas être reconnue, ça s'est aussi beaucoup accentué. La sensation d'avoir été beaucoup livrée à elle-même pendant le confinement, ça s'est aussi accentué. Et du coup, de la colère, beaucoup de colère envers les services de PMI notamment. Parfois des difficultés relationnelles, je l'évoquais avec les familles. Et puis après, une méconnaissance de ce que les RAM ont pu faire ou ne pas faire. Pour preuve, le témoignage d'une collègue qui travaille en banlieue parisienne et qui a été mise au placard au bout de 3 jours. On a coupé sa ligne téléphonique et sa boîte mail, donc elle ne pouvait plus échanger avec les professionnels comme avant, parce que ce qu'elle pouvait dire ne convenait pas à la PMI de son département. Voilà, cette mise au placard et ce bâillonnement, je les ai vécus aussi un peu, mais dans une moindre mesure. Et effectivement, on sait aujourd'hui me rappeler mes devoirs de fonctionnaire. Le devoir de loyauté, de réserve, d'obéissance, le devoir de se rappeler qu'en tout acte et en toute circonstance et en toute prise de parole, je continue à représenter et à véhiculer l'image de ma collectivité. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? On parle beaucoup du monde d'après. Vos attentes, c'est quoi pour le monde d'après? Pour le monde d'après, ce que j'aimerais, c'est que les solidarités qui se sont mises en place pendant le confinement se poursuivent, qu'elles se renforcent, qu'elles s'organisent un peu plus et qu'elles soient reconnues, légitimées par les pouvoirs publics. Donc les décideurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. J'aimerais que le monde politique prenne connaissance des réalités du terrain. Là, je suis un peu utopiste, mais effectivement que les gens, peut-être en participant à une action du type Vie ma vie. Voilà, moi je suis prête à recevoir Emmanuel Macron au relais assistante maternelle pour qu'il voit que on ne fait pas que coller des gommettes et qu'effectivement il y a de la souffrance de notre part, il y a de l'isolement, il y a des difficultés en termes de reconnaissance interne propre aux collectivités et au système et qu'il y a aussi des douleurs liées au stress, liées au confinement puisqu'on n'avait pas les bons outils pour travailler correctement. Et que toutes ces difficultés-là, elles préexistaient et qu'elles se sont vraiment accrues avec le confinement. Donc j'ai l'utopie que certains décideurs politiques viennent voir ce qu'on propose au niveau du collectif pour la petite enfance. J'ai l'utopie qu'on participera effectivement aux réflexions et aux réformes. J'ai l'utopie de pouvoir en échanger avec Boris Cyrulnik, voilà, entre autres, ou Jean Epstein, ou enfin voilà, tous ces grands pontes-là qui participent aux réflexions. Je voudrais juste leur rappeler que les choses ne se passent pas qu'à Paris et qu'en campagne ou dans les petites villes, on a aussi besoin d'être entendu et qu'on souhaite participer parce que rien ne vaut la pratique du terrain pour échanger et les aider à prendre les bonnes décisions pour nous tous. Merci beaucoup, Katia Bouillet. À bientôt. De rien, merci Christelle. À bientôt. Au revoir.